Berit, c'est à toi. Merci beaucoup Gilles. Merci à la Framed de m'avoir permis donc de présenter des données sur la réduction des risques. Alors on m'a proposé de présenter les bonnes pratiques en matière de réduction des risques. Donc je ne vais pas, évidemment, je n'aurai pas la prétention de pouvoir circonscrire le sujet des bonnes pratiques en 15 minutes, mais voilà, je trouvais intéressant de pouvoir parler d'abord des fondamentaux de la réduction des risques, parce que quand on connaît un peu la définition de la RDR, on s'approchera au mieux des bonnes pratiques en matière de réduction des risques. Donc d'abord, qu'est-ce que la réduction des risques ? C'est avant tout donc une approche de santé publique qui vise à réduire les conséquences négatives liées à l'usage de drogue. Il y a plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est une approche qu'on dit holistique, puisqu'elle permet de prendre en compte l'individu dans sa globalité, avec une prise en compte de toutes les dimensions qui vont entourer l'individu, que ce soit psychologique, social, sanitaire. Et donc, elle aura cette réduction des risques, des objectifs à la fois sanitaires, donc de réduire les complications liées à l'usage de drogue, mais aussi des objectifs sociaux, de replacer la personne au centre du système. Et puis, bien sûr, des objectifs légaux, comme vous le disiez, où la politique des drogues va également être visée. C'est également donc une démarche communautaire et un des points positifs de cette approche, c'est qu'elle permet de mieux impliquer les personnes dans les actions. Elle permet ainsi un changement social et puis elle se base sur un ensemble de principes. Voilà donc quelques principes communément acceptés qui vont être donc d'abord de respecter le droit des usagers, de ne pas juger la personne quand elle est en face de vous, de donner les moyens de réduire les risques, encourager les prises de responsabilité. Également, puisqu'on s'intéresse un peu aux différentes dimensions qui vont entourer l'usager, il est important de pouvoir aller vers l'usager et de pouvoir aller au plus près donc, de son milieu de vie. Et puis, la réduction des risques va faire participer l'usage des drogues à la construction des outils, mais aussi à l'évaluation, et je vous montrerai quelques exemples. La réduction des risques, c'est un ensemble de services, et comme vous le savez, évidemment, les deux piliers de la réduction des risques sont les programmes échange de seringues et les traitements de substitution. Les traitements de substitution, on a donc deux médicaments qui font partie de la liste des médicaments essentiels, qui sont la buprenorphine et la méthadone. Et puis, à côté de ces deux piliers de la réduction des risques, sont venus évidemment s'inscrire dans la réduction des risques des approches autour du VIH et du VHC à travers l'accès aux médicaments, mais aussi l'accès au dépistage. Et ce qui est encore plus vrai aujourd'hui avec l'arrivée des nouveaux traitements pour le VHC. Cette réduction des risques, si elle doit être disponible dans la population générale, elle doit l'être tout autant en prison. Et ça, c'est un domaine très important qui encore a besoin donc d'améliorer ces accès aux services de RDR. Également des outils qui ont été validés et qui ont été démontrés comme efficaces dans certains contextes, les salles de consommation de drogue à moindre risque. Et ça, c'est un dispositif qui aujourd'hui en France a été ouvert donc en 2016 et qui est en expérimentation. On a également une autre approche que je vous décrirai plus tard qui est l'accompagnement à l'injection, donc une approche éducative autour des risques liés à l'injection. Un point très important dans la réduction des risques aujourd'hui, c'est l'accès à la naloxone qui permet de prévenir les overdoses et donc plusieurs contextes dans le monde et notamment en Amérique du Nord montrent l'importance de rendre accessible donc, la naloxone au plus grand nombre. La PrEP qui pourrait être plus un moyen de réduire les risques sexuels, mais c'est aussi un moyen pour une population particulière qui est les HSH qui pratiquent le chemsex, donc la consommation de produits en contexte sexuel, et on a montré donc, que la PrEP était efficace auprès de cette population. Le testing et l'analyse de drogue également, c'est un dispositif qui est également en pleine émergence et qui vise donc à proposer aux usagers la possibilité de faire analyser leurs produits et pour qu'ils puissent connaître la composition du produit qu'ils consomment. Et enfin, le dernier volet qui est vraiment
tout nouveau, c'est la RDR 2.0 et donc le développement d'interventions en ligne avec une dématérialisation de la réduction des risques qui permet essentiellement de toucher les personnes les plus connectées. Et il faut savoir que les usagers de drogue sont aussi très connectés et une majorité donc, des usagers récréatifs peuvent être atteints grâce à cette RDR 2.0. Donc les bonnes pratiques, je ne vais pas rentrer dans le détail des bonnes pratiques de ces différentes interventions, mais il faut savoir que ces interventions se basent sur des critères de qualité et il est important aujourd'hui de pouvoir évaluer les différentes interventions en réduction des risques. Et la déclaration de Vienne qui a été publiée en 2010 et signée par de nombreux chercheurs et notamment des chercheurs de Vancouver, du Canada, avec de nombreuses associations, montre qu'il faut aujourd'hui des preuves scientifiques pour permettre à la réduction des risques de s'étendre. On va utiliser pour évaluer cette réduction des risques différents indicateurs qui peuvent être à la fois des indicateurs directs, donc directement en lien avec l'usage de drogue, les conséquences telles que la mortalité, les overdoses, mais également le VIH, le VHC. Et puis il y a des indicateurs indirects qui sont évidemment ceux des différentes dimensions qui entourent l'individu, donc la réinsertion socio-professionnelle, des dimensions psychosociales et puis l'amélioration également à l'accès à d'autres prises en charge que uniquement celles liées aux drogues. En revanche, il est important aujourd'hui aussi de se questionner sur la pertinence de ces indicateurs et peut-être de proposer de nouveaux indicateurs qui seraient plus en lien avec la réalité des usagers. Et donc il est important de remettre en question aussi ces indicateurs qu'on a aujourd'hui. Donc juste quelques interventions qui ont pu démontrer leur efficacité. Les programmes échange de seringues qui sont efficaces pour réduire les pratiques à risque et qui également ont montré vraiment un impact sur la transmission du VIH. Les traitements de substitution aux opiacés ont montré donc une réduction de 50% de l'acquisition du VIH parmi les injecteurs et également une réduction du VHC. Les salles de consommation de drogue à moindre risque, qui donc sont des, alors je ne les ai pas décrits, mais c'est un dispositif qui va permettre aux usagers d'injecter dans un endroit avec un accès à l'hygiène et au matériel stérile. Et donc à Vancouver, ce dispositif a montré donc une réduction de 35% des overdoses dans la ville. Pour ce qui est de la PrEP, comme je vous disais, c'est un outil donc, qui permet évidemment de réduire la transmission du VIH. Mais ce qu'on a pu démontrer à travers l'essai ANRS Hypergay, c'est qu'il était tout à fait adapté pour la population des chemsexeurs et de ces personnes donc, qui vont prendre des produits en contexte sexuel. Et l'étude a montré qu'ils étaient tout à fait à même d'être observants à cet outil qui est la PrEP. Alors, il y a donc toutes ces interventions validées, mais si je devais donner un conseil, c'est d'abord qu'il faut pouvoir combiner un maximum d'interventions. Et on a des données scientifiques qui démontrent que plus on combine ces différentes interventions en réduction des risques, et mieux on a un effet sur les différents indicateurs, et notamment sur le VIH. Et là, c'est une étude qui montre que quand on associe à la fois les traitements de substitution et les programmes échange de seringues, on a un effet important en termes de risque d'incidence du VIH. Mais quand on associe ces deux interventions à l'accès aux antirétroviraux et avec un accès évidemment à des personnes qui ont des CD4 inférieurs à 350, eh bien on a une réduction plus importante qui est de 37%. Donc il est important de combiner ces interventions, mais il est surtout important d'adapter ces interventions au contexte dans lequel on va les proposer. Et je voulais vous montrer un peu un exemple issu de nos recherches qui concerne l'intervention Early dont je vous ai parlé rapidement, qui est une intervention éducative auprès des personnes qui injectent des drogues. Cette étude a été menée donc en collaboration avec Médecins du Monde et Aide, avec une définition de l'intervention qui a été proposée par les intervenants de terrain avec les usagers. Il s'agit donc d'une recherche communautaire qu'on a menée donc avec ces associations. Pour vous décrire juste un peu plus en détail l'intervention, en fait la personne qui injecte le produit
va faire son injection devant un intervenant formé. Et cet intervenant va suivre une grille, en fait, une checklist de pratiques d'injection pour s'assurer que la personne réponde bien à ces différentes pratiques. Donc à la fois en termes d'hygiène réalisée au moment où la personne prépare son produit, le type de matériel qu'elle va utiliser, la préparation, donc est-ce qu'elle nettoie le point d'injection, est-ce qu'elle fait du matériel usagé également. Et donc à l'issue de cette injection, il y a une discussion sur les pratiques et puis évidemment une discussion autour de l'accès au dépistage et au traitement du VHC et du VIH si on est dans une population concernée par le VIH. Ce que l'étude ANRS à Early a démontré, donc cette étude elle a consisté à étudier 2 groupes d'injecteurs, un groupe qui était recruté dans des centres de réduction des risques qui proposaient l'intervention et un groupe qui était le groupe témoin qui était recruté dans des centres qui ne proposaient pas cette intervention. On a comparé donc l'évolution des critères sur un an et on a pu démontrer que Early était efficace à la fois pour réduire les pratiques à risque de transmission du virus de l'hépatite C, mais également les complications locales qui sont les abcès, les problèmes vasculaires liés à l'injection. Et puis, dans un deuxième article, on a pu démontrer que Early était un moyen de permettre un meilleur accès au dépistage VHC dans cette population qui est une des populations les plus à risque de l'infection. Donc, ce projet ayant permis des résultats vraiment intéressants et de démontrer l'intérêt d'Early, qui est à la fois une intervention peu coûteuse et efficace, on a proposé d'évaluer Early à une échelle européenne, donc de transférer cette intervention à travers un projet pour lequel on a reçu un financement européen, Eurocider, et on a choisi 4 pays avec des contextes épidémiologiques et politiques différents, donc la Bulgarie, la Grèce, le Portugal et la Roumanie. Et donc à travers ce projet, on a proposé donc à la fois d'adapter l'intervention avec une phase exploratoire pour étudier un peu le contexte dans lequel Early pouvait se mettre en œuvre, et puis une phase d'évaluation pour ensuite arriver à une phase de plaidoyer afin de pouvoir diffuser Early à plus grande échelle. Donc là, on n'a pas terminé le projet, mais les premiers résultats préliminaires et qui sont issus de la phase exploratoire, comme je vous disais, c'est très important de prendre en compte le contexte dans lequel on fait de la réduction des risques, c'est que d'abord, on s'est rendu compte que le financement de la RDR dans des pays où pourtant les fondamentaux de la RDR devraient être disponibles, eh bien, est en péril, donc à la fois en Bulgarie, Roumanie et Grèce. Et donc, il était difficile de proposer Early dans ces contextes-là, puisqu'il n'y avait même pas les services de base qui sont les programmes échange de seringues. Donc, pour pallier à ce problème, en même temps que d'alimenter le plaidoyer des acteurs de terrain pour pouvoir favoriser l'accès au PES, on a évidemment essayé de trouver du matériel disponible pour les acteurs locaux, et donc on a eu un soutien matériel de la part d'Apoticom qui fabrique les kits d'injection. Le deuxième résultat de cette phase exploratoire, c'est évidemment que dans 3 des pays, et les mêmes pays, il y a un contexte politique très répressif envers les usagers de drogue. Et donc, l'intervention telle qu'elle était proposée en France ne pouvait pas être proposée dans ces contextes, parce qu'elle risquait, elle mettait en péril à la fois les intervenants et les usagers du fait d'injecter devant un intervenant. Et donc, pour cela, on a travaillé avec les acteurs de terrain pour essayer d'adapter l'intervention, et on a proposé 2 solutions, soit d'utiliser un pad, donc une double peau en fait, avec injection d'un produit placebo, soit d'utiliser la vidéo où l'usager va se filmer ou se faire filmer en train d'injecter, et donc après il y a un débriefing avec l'intervenant sur la vidéo. Donc tout ça pour vous dire que voilà, la réduction des risques, on ne peut pas non plus utiliser une intervention validée et la calquer dans un contexte sans s'interroger sur le contexte et puis surtout évidemment le contexte politique. Le dernier projet qu'on vient de soumettre pour financement et qui lui part vraiment on va dire de zéro, hein, c'est la réduction des risques au Mali, puisqu'il y a
quasiment pas de services accessibles, mais il y a une vraie volonté politique de mettre en place la réduction des risques. Et donc, on a saisi un peu ce moment clé pour le pays pour proposer de mettre en place une intervention communautaire et qui serait en fait une série d'outils de réduction des risques adaptés aux usages et au contexte malien. Donc dans ce projet, on va évidemment décrire d'abord, enfin essayer de comprendre les usages et puis de proposer une série d'outils au plus près des difficultés donc, que les usagers de drogue rencontrent. En conclusion, donc, comme vous avez pu le constater, la réduction des risques, c'est vraiment, voilà, ça peut prendre plusieurs formes, c'est pas seulement une intervention ou même une série d'interventions, c'est voilà, à la fois une approche, c'est à la fois une prise en compte des caractéristiques des individus, du contexte, et donc c'est voilà, une approche globale qui prend en compte sanitaire, le social et le légal. Il faut choisir et combiner donc les interventions selon le contexte. Et puis, pour revenir sur cette idée d'évaluation, il faut également qu'elle soit mieux évaluée. Et pour cela, il faut travailler aussi sur des indicateurs un peu nouveaux pour permettre d'identifier les interventions les plus pertinentes dans ce domaine. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Perrine. Et je crois que c'est une intervention tout à fait importante pour cadrer les sujets qu'on va développer, en particulier d'avoir rappelé combien cette politique de réduction des risques, elle a donné des résultats majeurs dans des pays comme la France, ça c'est sûr, que sa nécessité va croissant dans beaucoup de pays, que ceci suppose de vaincre un certain nombre de réticences et de barrières politiques qui sont des enjeux considérables, en Afrique de l'Ouest, en Europe de l'Est, en Russie, où on sait que la situation est actuellement absolument une catastrophe et qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et puis de rappeler aussi la diversité, la nécessité d'associer toutes ces stratégies. Et vraiment, le chemin accompli, je trouve, est remarquable. J'ai le souvenir des premières distributions de seringues qu'on faisait à Médecins du Monde dans les années, fin des années 80, où le bus de distribution des seringues était entouré de CRS, ce qui rendait parfois assez compliqué le passage du bus vers les usagers. Mais on sait combien cette question a progressé en France, mais combien le chemin reste long à faire pour d'autres pays. Alors on a le temps pour des questions. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des interventions à ce sujet? Oui, Emmanuel. Oui, merci. J'avais une question sur l'efficacité de la PrEP en milieu chemsex. Est-ce que vous avez coupé RDR, seringue, enfin partage du petit matériel dans l'observation avec le travail sur la PrEP spécifique? Alors merci pour cette question parce que c'est vraiment un enjeu très important aujourd'hui puisque la PrEP étant efficace sur le VIH, évidemment, il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a autour et c'est majeur de pouvoir utiliser aussi cette opportunité qui est la PrEP pour faire de la réduction des risques autres que le VIH. Donc on a un projet autour de l'accès donc à une intervention autour de la PrEP pour les chemsexeurs. Et donc l'idée c'est vraiment d'offrir les différents outils qui sont déjà connus pour être efficaces dans ce domaine-là, aussi bien tout ce qui est échange de matériel, tout ce qui est accès à du matériel stérile, mais aussi, comme je disais, la RDR 2.0, de pouvoir avoir accès à des informations en ligne, et puis de counseling adapté à cette population, parce que ce n'est pas forcément une population qui va vers la RDR et qui a l'habitude des messages de RDR. Donc c'est tout nouveau, et pour l'instant on n'a pas de données sur ça, mais voilà, on y travaille. Merci. Est-ce qu'il y aurait alors une autre question assez rapidement, parce que le temps nous est compté. Je travaille en Algérie, à Tlemcen. Pratiquement, on n'a pas d'usagers de drogue dans... Alors, ces programmes, faut-il les mettre en place ou bien... Je voudrais bien une réponse. S'il n'y a pas d'usagers de drogue, non, il n'y a pas... Mais est-ce que... je ne sais pas, la question, c'est comment on peut mesurer qu'il n'y a pas d'usagers de drogue.
Parce que, voilà, je pense que pour ça, si on n'est pas sûr de cette donnée-là, il faut peut-être passer par des enquêtes qualitatives, des enquêtes peut-être voilà, plus avec des entretiens approfondis auprès des personnes qui sont voilà, dans les services. Parce que je ne sais pas d'où vous tenez cette information qu'il n'y a pas d'usagers de drogue, mais souvent des maladies infectieuses. Parce que l'usager de drogue, il a souvent plus de difficultés à raconter qu'il consomme des drogues en face d'un soignant et encore plus de difficultés en face d'un médecin. Donc voilà, peut-être qu'il faut creuser cette question-là et essayer de questionner différemment les usagers. Une phrase, Gilles, juste, j'aimerais bien que quelque part dans le monde, il n'y ait pas d'usagers de drogue. Mais malheureusement, c'est souvent... Il faut quand même se méfier des a priori tant qu'il n'y a pas d'études. Oui. Merci Michel. Je ne sais pas s'il faut dire que j'aimerais qu'il n'y ait pas. Enfin, il y en a partout. Enfin, la prise de risque fait partie de la vie dans tous les domaines et donc la réduction des risques est une politique qui s'étend à tout. On va enchaîner. Merci beaucoup, Perrine. Mais il faut qu'on maintienne un petit peu le temps. Fatia.